la culture du goût, je reste convaincue qu'elle commence quand même par le sucre. Non mais toute ouverture, est bonne à prendre. Observer et connaître ses équipes, c'est ce qui permet de les accompagner au mieux au quotidien. Mes chers insiders, bienvenue sur le podcast qui parle d'excellence de service. Plusieurs fois par mois, je reçois un invité passionnant pour échanger sur son parcours et sa vision. Nous parlons hôtellerie-restauration bien sûr, mais pas que. Nous abordons ensemble tous mes autres sujets de prédilection. Business, carrière et entrepreneuriat, management et leadership, développement personnel et durable. Vous avez des questions ou des recommandations d'invités? Partagez-les-moi sur LinkedIn ou mes autres réseaux et partons ensemble à la rencontre de personnes inspirantes. Cet épisode est soutenu par The Vendôme Company. Vendôme, c'est d'abord un incubateur de talents spécialisé dans le luxe avec un réseau qualifié de 16 000 candidats et plus de 300 recruteurs. Mais Vendôme, c'est surtout une entreprise dont je partage les valeurs humaines. J'ai d'ailleurs croisé leur chemin à de nombreuses reprises et je vous les recommande vivement pour vous accompagner dans vos recrutements. Dites-leur que vous venez de ma part et recrutez les talents du luxe que votre entreprise mérite. Je suis Maxime Blot, artisan hôtelier, et vous êtes sur Hospitality Insiders. Le Ritz Paris, ou le Meurice, elle en connaît les caves parfaitement. Mon invité du jour a de la bouteille et du nez. Je suis ravi de l'accueillir pour un voyage des papilles. Bonjour, Estelle Touzet. Bonjour Maxime. Tu as aimé cette présentation, Estelle? Ah parfaitement, et surtout quand tu dis que j'ai du nez, parce que j'ai quand même un grand et gros nez, il faut le dire, mais c'était peut-être tout choisi pour Tu que. étais prédestiné à ton métier. Moi, j'ai tout de suite une question que j'aimerais te poser. C'est quoi ton vin du moment? Écoute, il y en a beaucoup, il y en a plusieurs, il y a pas un vin, il y a plusieurs vins. En ce moment, je reste sur des vins blancs, peut-être l'appel du printemps, avec, tu vois, ces petits pois, ces girolles, et autres riz de veau qui égayent, des journées, et des repas dominicaux, ou des repas de Pâques avec l'agneau, de lait, confit. Là, c'était effectivement plutôt du vin Mmh. rouge. Mais je reste très vin blanc en ce Oui. moment. Et puis, allez, Sauvignon de Loire, je suis chauviniste Hein, jusqu'au hein. bout. Sauvignon de Loire, frais, tendu, minéral, mène tout salon de chez Bertrand Machin. Voilà, pour accompagner des belles soirées ou des déjeuners ensoleillés comme c'est Oui, très bon voilà aujourd'hui. qui me met, l'eau à la bouche et même peut-être le vin à la bouche. L'auditeur, peu averti, l'aura vite compris. Nous allons parler gastronomie et vin. Tout d'abord, pour commencer, j'aimerais, que tu te présentes en nous disant un petit peu qui tu es et quel est ton parcours? Je m'appelle Estelle Touzet, je suis sommelière de métier. J'ai officié dans de très belles maisons parisiennes ainsi qu'à l'étranger, à Londres notamment. J'ai commencé mes classes à Paris, à l'hôtel de Bristol. Puis je suis partie non loin de là, j'ai fait quelques pas et j'ai travaillé à l'hôtel de Crillon, place de la Concorde. Après cela, je suis partie à Londres, travailler au Connaught, avant l'arrivée d'Hélène Darroze. Et puis je suis partie travailler dans un restaurant, une étoile Michelin qui s'appelle Tom Atkins, à Chelsea, et où j'ai appris bien sûr les vins français, mais surtout les vins non français, et puis à découvrir la langue également. De retour à Paris, j'ai posé mes valises rue de Rivoli, dans cette magnifique maison qui est l'hôtel de Meurice, en qualité de chef sommelière. Et puis j'ai encore fait quelques pas pour arriver place Vendôme au Ritz Paris, également en qualité de directrice de la sommellerie du Ritz. Voilà, donc quelques pas ont suffi à faire mon bonheur et surtout à illuminer mes journées et mes Mmh. nuits. J'imagine. Tu es notre deuxième e sommelière. Le tout premier épisode, je disais, c'est mon épisode d'honneur parce que c'est et un ami, et un sommelier qui t'a invité, c'est Xavier Tuisa, que je crois que tu connais, n'est-ce pas? Mais j'ai écouté cet épisode avec délice, bien évidemment, mon Xavier Tuisa, un garçon délicieux, un très grand sommelier, un amoureux du vin, un artiste, un collègue et un collaborateur de grande Mmh. qualité. Voilà.
C'est tout le mal que je pense de Xavier. En tout cas, voilà, c'est un personnage extrêmement savoureux et surtout un grand Oui, professionnel. absolument, je m'assurerai que ces paroles reviennent à ses oreilles. Pour aller plus loin dans ton histoire, tu pourrais nous dire un petit peu d'où tu viens? Moi, j'aimerais comprendre comment est venue ta passion, pour le vin? Comment est-ce qu'on devient chef, sommelière dans des maisons aussi prestigieuses? Voilà, quel parcours il faut? Les expériences professionnelles, on les a vues rapidement, mais en termes peut-être d'études et comment est-ce qu'on tombe dans ce métier? Alors j'ai toujours, su que je voulais travailler dans le milieu de la gastronomie, de l'hôtellerie-restauration. La légende dit que à 4 ans, je disais que je voulais être boulangère-pâtissière. Ce n'est pas qu'une légende puisque je m'en rappelle, vraiment que j'avais une passion, et surtout un gène de la gourmandise extrêmement développé, depuis mon plus jeune âge pour notamment les pâtisseries. Puisque le goût et la culture du goût, je reste convaincue qu'elle commence quand même par le sucre. C'est elle qui c'est le sucre qui nous guide dans nos premiers pas de vie et puis moi qui ai nourri, cette gourmandise tout au long de mon enfance auprès de mes grands-mères. J'avais la chance d'avoir 2 grands-mères extrêmement bonnes Ouais, cuisinières, l'une plutôt, sucrée, l'une plutôt salée, donc les vacances étaient parfaitement bien bien orchestrées, équilibré. organisées et bien équilibrées et puis la chance d'avoir, des repas dominicaux, toujours, festifs où il y avait une belle table, parfaitement dressée et puis des jolis repas avec des mets simples et des vins simples. Et du cru de la Loire, d'où je viens. Mais où en tout cas, il y avait une intention qui était une intention particulière qui était portée sur chaque repas, sur chaque plat et sur chaque bouteille de vin qui était choisie à la cave. Voilà. Donc, ce métier, je crois qu'il n'est pas arrivé par hasard, il est arrivé par l'amour d'une famille aimante, l'amour du goût et l'amour des bons produits Ouais, locaux. Voilà, tout simplement. Donc ça commence par là. Après mes études au collège, je savais que je voulais partir faire mes études dans un lycée hôtelier. Il n'y en avait pas chez moi, à Châteauroux. Donc je suis partie à Brive-la-Gaillarde, en mmh. Corrèze, durant 5 ans pour étudier au lycée hôtelier. Ça a été 5 années merveilleuses et fabuleuses puisque mes copines d'internat, mes copines de chambrée étaient plus ou moins toutes filles d'éleveurs de canards gras ou maîtres truffiers. Donc, j'ai créé rapidement un réseau de qualité J'imagine. où il était facile durant l'année, et notamment pour Noël, d'aller s'approvisionner en canards, en noix, en foie, etc. Donc, j'avais embrigadé mes parents et ma maman. On faisait plusieurs kilomètres pour aller à différents Mmh. marchés et ramener les victuailles à la maison. Et pendant une semaine et 15 jours, on faisait les magrets, les confits, etc. Et ça sentait cette odeur de Oh là canard là. et d'oie confite dans la maison. C'était un bonheur. Donc voilà, ces années à Brive-la-Gaillarde ont nourri ma culture gastronomique à tous les niveaux, de manière théorique et surtout de manière pratique. Donc c'était un très bon choix. Voilà. Et, et forcément, durant notre cursus d'école hôtelière, on parle du vin, bien sûr, et j'avais la chance d'avoir des professeurs qui étaient d'excellents formateurs, bien sûr, qui m'ont vraiment bercé dans cette fabuleuse culture de la Mmh. gastronomie, mais aussi avaient une sensibilité pour le vin, ce qui n'est pas forcément Ouais, donné c'est à tout vrai. le monde. Mais je me rappelle vraiment d'une professeure de restaurant qui avait cette fibre et qui savait nous parler du vin D'accord. simplement. Et ça, c'était extrêmement important pour pouvoir nous accompagner, nous transmettre ce goût de la vie et ce goût Mmh. du vin. En parallèle de cela, j'avais bien sûr un professeur qui a été mon mentor et qui l'est toujours aujourd'hui. C'était mon professeur d'histoire-géographie au C'est collège pas vrai. à Châteauroux et qui avait compris que ce gène de la gourmandise était plus que présent, omniprésent dans ma tête et dans mon cœur. Et ce professeur vient un jour vers moi, un mardi matin, à 8 heures. J'étais en cinquième, je me rappellerai toujours, avec les yeux animés, scintillants de mille feux et de mille étoiles, en me disant: «Oh là là, hier soir, j'ai dégusté un Claude Vougeot». Puis il me parle de ce vin de manière complètement animée, et surtout, ça avait l'air fabuleux. Je suis rentrée à la maison, au lieu de préparer à manger à la famille,
bah, j'ai été voir ce que c'était que le Claude Vougeot parce que, ça avait l'air vraiment Mmh. extraordinaire et puis il y en avait pas à la maison. Mes parents sont rentrés, je leur ai dit: «Pourquoi on n'a pas de Claude Vougeot à la maison?» Bon, Ils ont dû hem, écarquiller les yeux. i ouais, ils étaient un petit peu surpris et ce professeur était également, chroniqueur, sur les ondes locales de Radio France, chroniqueur gastronomique et il m'a invitée très rapidement à participer aux émissions et ça a été c'était une expérience fabuleuse déjà de parler devant un micro quand on a, 11-12 ans, et devoir échanger avec des restaurateurs, des producteurs, et je garde en tête, bien sûr, la dernière émission qui était extraordinaire avec Antoine Westermann et Bernard Loiseau en D'accord. direct. Cette fois-ci, j'avais, un petit peu de bouteille pour reprendre tes mots Maxime, puisque je commençais l'école hôtelière, donc j'étais arrivée à Brive et il y avait une émission avec ces 2 grands professionnels que l'on connaît et qu'on ne présente plus et j'étais la petite étudiante interviewée face à 2 grands monstres de la cuisine et de la gastronomie. C'était Ça devait être extraordinaire impressionnant, hein. et le propos aussi était de dire que on manquait un petit peu de lien et de communication et qu'il y avait un gap entre bah, voilà, nous, étudiants d'école hôtelière, et les grands professionnels et que les besoins n'étaient pas forcément partagés et n'étaient pas les mêmes de chaque côté. Donc il fallait un petit peu créer du lien pour pouvoir accorder nos violons Mmh. et être, nous, étudiants, le plus performants possible une fois qu'on arrivait Et dans on peut les l'organisation. retrouver quelque Voilà. part ces émissions? J'aimerais bien mettre, les notes en référence si tu les as. Écoute, on en parlera, Je suis hors pas sûr. antenne. Tu es pas sûr de C'est assumer. secret Très bien, défense, très bien. Maxime. C'est secret défense, ça écoute, oui, Parce que ça se Estelle discute, Touzet mais dans ça ses se vend jeunes très années, cher. je pense que ça peut valoir quelques bouteilles Oui, ça vaut justement. très cher. Maxime, on va couper, on va être coupé. Je pense qu'on va être coupé. Absolument. Ouais, c'est très, très amusant. Donc en fait, on comprend bien ce plongeon dans du coup, dans le monde de la gastronomie. On n'est même pas encore que dans le vin. Encore, tu as fait un peu plus tard, je crois une mention sommellerie. Tu t'es spécialisé à un moment ou tu es resté sur une formation assez générale, école hôtelière? Non, non, j'ai fait l'école hôtelière, tu as tout à fait raison. Ensuite, j'ai fait, avant de faire de la sommellerie, j'ai fait une mention complémentaire en cuisine Mmh. diététique. Puisque étant guidée par ce fameux gène de la gourmandise, qui n'est pas toujours compatible avec, une ligne, parfaite, hein, qu'est-ce que la N'est-ce pas? perfection? On en parlera un peu plus tard. Mais je sais que, l'équilibre alimentaire fait partie quand même d'un mode de vie, important pour, se sentir bien à tout niveau. Et du coup, cette mention complémentaire en cuisine diététique, puisque je suis cuisinière de formation, me fascinait, puisqu'on reprenait toutes les bases de la cuisine traditionnelle française et où on cherchait à l'alléger, non pas en saveur, mais en calories. Donc c'était pas du tout une cuisine d'hôpital qu'on Oui. faisait, mais au contraire une cuisine extrêmement savoureuse, avec des stages et des professionnels de référence qui sont Olivier Rollinger, Michel Guérard, précurseurs de Oui, la oui. cuisine diététique. Donc c'était génial et à l'époque, c'était une révolution de se dire qu'on allait étudier la cuisine diététique. C'était une cuisine savoureuse, uniquement allégée en calories. Manger une blanquette, moi j'adore ça, la blanquette de veau, généralement on rajoute de la crème, et bien là on va trouver quelques subterfuges pour ne pas rajouter de crème, utiliser le fromage blanc mais hors cuisson parce que c'est un produit qui ne supporte pas D'accord. la cuisson. On va rajouter peut-être un peu d'agar-agar qui va créer le liant, on va utiliser surtout des fonds de légumes et on va ce que fait Alain Passard depuis des années, concentrer les arômes de légumes et recuire les légumes dans leur eau de cuisson. Enfin, voilà, tout ça, c'était au cœur de notre formation et c'était fascinant. Et je savais que je voulais étudier la cuisine diététique, la pâtisserie, de par ce bec sucré que je suis encore, et puis terminer par la sommellerie. Et au final, la sommellerie est arrivée à ce moment-là. J'ai mis un pied, j'ai mis deux pieds. La rencontre avec le professeur Franck Ramage a été décisive. Et au bout d'un mois, je pensais vin, je dormais vin, je buvais vin. J'avais non pas oublié la pâtisserie, mais j'avais trouvé l'épanouissement nécessaire dans ce métier de sommelier. Mmh. On comprend beaucoup mieux, Voilà. les liens, comment est-ce que tu en es arrivé là. J'avais prévenu en introduction que ce serait un voyage des papilles, mais là je j'ai été transporté, dans ta cuisine et j'ai cuisiné à tes côtés pendant quelques instants là, à travers tout ce que tu viens de raconter. Maintenant qu'on comprend un peu mieux ce parcours-là, je sais que donc ton dernier poste en effet c'était, directrice de la sommellerie qui était au Ritz, où tu ne travailles plus actuellement, n'est-ce pas? Exactement, j'ai quitté mes fonctions pardon,
en août 2020 pour créer mon cabinet de conseil et donc voler de mes D'accord. propres ailes. En fait, ce cabinet de conseil, j'y pensais depuis relativement longtemps. J'ai quitté le Meurice à l'époque pour créer mon cabinet de conseil et le RIS m'a rappelé pour la réouverture. Et là, d'abord, j'ai posé le combiné quand le RIS m'a appelé, pour rien te Mmh. cacher, parce que c'est une maison mythique, parce que c'est une aura internationale. Et pour être rentrée à l'époque une seule fois dans le RIS, j'étais encore étudiante en sommellerie. J'étais rentrée pour une dégustation, j'étais tellement impressionnée en remontant ce grand couloir, cette grande galerie. Je me suis dit, bah, de toute façon, une chose est sûre, c'est que jamais j'aurai la chance de venir travailler au Ritz. C'est bien trop chic, c'est bien trop élégant pour moi. Voilà, c'est au-delà de mes capacités. Et donc, quand le Ritz vous appelle pour faire partie de l'aventure de cette réouverture, on pose le combiné, on se pince, on reprend le combiné, puis on dit OK avec grand plaisir. Donc j'ai fermé mon cabinet de conseil, j'ai dit OK, j'ai compris comment ça fonctionnait, le mode de ce qu'il fallait faire pour créer effectivement sa structure. Je ferme tout, puisque la réouverture du Ritz, je suis pas sûre de la revivre Oui. une deuxième fois dans ma carrière. Voilà. Donc, et le choix a été le bon, parce que ça a été 5 années, mais dantesques à tout niveau, énergétiquement, humainement, On peut psychiquement. imaginer, oui. Mais voilà, on m'avait dit, tu vas voir, une ouverture, c'est tonique, hein, j'espère que tu es en Ouais. forme. J'ai dit, ouais, ouais, c'est bon, pas de souci. J'ai bien compris, effectivement, c'est pas de l'énergie qu'il nous faut, c'est d'être branché Mmh. du matin jusqu'au soir sur secteur. C'est-à-dire que la batterie Ne suffit pas, ne non. suffit pas. J'ai Voilà. souvent, Donc, parlé d'ouverture sur ce podcast, avec, Xavier notamment et avec Olivier mmh Cambournac, qui était dans son dernier poste le chef sommelier au Crillon et je reprends toujours parce que j'adore, cette analogie où il dit, une ouverture, c'est comme, rentrer dans un sous-marin. Tu pars pour, 1 an et demi, généralement minimum. Enfin, tu sais même pas vraiment quand est-ce que tu vas ressortir. Tu mets la tête sous l'eau et après, c'est apnée et on y va. Il faut produire tous les jours, on n'a pas le temps de souffler une seule seconde, c'est absolument épuisant et en même temps, c'est complètement passionnant et c'est vraiment, une épreuve pour tout passionné, de ce métier. C'est un moment incroyable dans une carrière de pouvoir faire une voiture, surtout comme celle d'un Ritz-Carlton Peninsula ou une maison comme celle-ci. Non, mais toute ouverture, est bonne à prendre. Enfin, voilà, si j'ai, une recommandation à faire, c'est celle-ci. C'est-à-dire que le moindre projet d'ouverture nous ferait, grandir et nous apporte, je pense, 10 ans d'expérience d'un Oui, coup. Ça peut paraître beaucoup 10 ans, mais oui, moi j'accuse de coup physiquement. Quand je me regarde dans le miroir, je vois que j'ai bien pris 10 ans. Mais non, mais sincèrement, c'est vraiment une expérience qui nous oblige à créer, à, à se réinventer au quotidien. On est sur des sables mouvants et il y a toute cette phase de pré ou enfin de avant l'ouverture, où on est dans le concept et puis ça y est, les portes s'ouvrent et là, il faut ajuster au oui. quotidien. Et c'est pas, bon bah, on attend la fin du mois, on va voir ce que ça donne et on va ajuster. Non, c'est tous les jours et c'est toutes les heures. Parce que toutes les tous les jours et toutes les heures, il y a un nouveau challenge. Il y a, peut-être une catastrophe qui Mmh. arrive, Et ça il y en a peut tous les jours des ça catastrophes à gérer. et il y en a alors, le degré de la catastrophe faut le relativiser, mais heu, quand on est dans le milieu du luxe, chaque grain de sable, équivaut à une Oui. catastrophe. Donc il faut pouvoir la gérer, l'absorber, psychiquement et la gérer, matériellement. Donc c'est génial. Enfin, voilà, ça nous pousse hors de nos sentiers, et de nos chemins, de routine, qu'on a pu connaître Oui, dans le oui, passé. absolument et alors ça me fait faire la transition. Tu sais que donc Hospitality Insiders, c'est un podcast non pas de perfection, puisque tu disais tout à l'heure, elle n'est pas de ce monde, mais en tout cas un podcast d'excellence de service. Je voulais savoir qu'est-ce que c'est pour toi l'excellence de service? Un peu ta vision et aussi comment est-ce que tu l'incarnes ou comment est-ce que tu l'as incarné à travers ces maisons? Alors l'excellence de service pour moi, alors c'est au-delà de la qualité de service. C'est au-delà de la qualité, de la prestation. C'est l'intention. C'est donc ce n'est pas la réalisation d'une prestation, l'excellence. C'est Oui, l'intention que l'on va porter dans l'exécution ou dans la relation. Mais surtout dans l'exécution, parce que dans la relation avec une personne, généralement, on y met quand même un minima de mmh. l'intention. Mais dans la réalisation, c'est vraiment, voilà, cette intention, cette personnalisation.
Cette notion d'excellence, c'est vraiment, non pas cette quête de performance, parce que c'est un mot qui, je trouve est très dangereux, et que j'utilise vraiment, avec parcimonie, mais en tout cas, c'est cette recherche d'aller, atteindre une nouvelle, compétence que l'on n'avait pas hier et que l'on cherchera à atteindre Mmh. demain. Et se dire que dans cette quête, de de D'excellence? d'excellence et de Mmh. perfectionnement. Le perfectionnement, là encore, n'est pas la perfection, est vraiment une démarche qui nous oblige à être, dans une énergie constante et à rechercher justement la bonne Mmh. intention. Ouais, absolument. Voilà. Et comment est-ce que tu penses que, la sommellerie participe, à l'expérience qu'on peut trouver dans un établissement de luxe, ou de restauration, mais on va dire même d'hôtellerie pour être encore plus large? La sommellerie, en tout cas le sommelier, je trouve incarne parfaitement cette notion d'excellence puisque alors il est là pour accompagner le client. C'est juste pour, remettre le contexte, que fait un sommelier dans un restaurant? Parce que ça reste, Oui, c'est parfois un vrai. petit peu, une véritable question. Le sommelier, bien sûr, accompagne le client dans son choix de vin, le conseille, le sert, met le vin à température, le sert dans une verrerie, adaptée et puis, va bien sûr parler et raconter l'histoire du vin et du Mmh. vigneron, qui est présenté. Et en quoi le sommelier apporte, cette dimension d'excellence dans une salle de restaurant? Eh bien, c'est justement là, on va même pas parler de prix et de valeur, faciale d'un vin. Le sommelier apporte cette notion d'excellence en parlant d'un vin, peut-être le moins cher de la carte et en apportant une intention et en créant une émotion, hem, magistrale, avec le client qui est en face. Je m'explique, la plupart des clients qui viennent dans des établissements, étoilés et des palaces peuvent avoir les moyens, mais peuvent aussi, réaliser le rêve Oui. d'une vie. Et j'ai eu la chance de rencontrer des clients pour qui, voilà, cette visite dans un établissement, dans un palace comme le Ritz, c'était la visite de toute leur vie. C'était, l'accomplissement, de de ouais, d'une vie. Donc on sait qu'ils allaient venir une fois, qu'ils ne viendraient pas 2 fois et que le but c'était de leur faire vivre un moment, hors du commun, un moment de rêve, un moment d'excellence. Il fallait qu'ils s'en rappellent toute leur vie. Ils ont une enveloppe, ils ont un budget, on va bien sûr pas le dépasser parce que le but c'est pas qu'ils hypothèquent la En effet. maison, en rentrant, chez eux, bien sûr que non. Mais c'est de leur faire vivre, pardon, un moment inoubliable par l'intention que l'on aura portée dans le storytelling, de cette bouteille de vin, dans le choix de la bouteille de vin, sans pour autant que ce soit la plus chère du monde. Parce que bien souvent, on associe la valeur des choses à Ouais. l'émotion. Pour un sommelier, comme on déguste toujours à l'aveugle, bien souvent, à l'aveugle, on est obligé de dissocier la valeur faciale, d'une bouteille de vin et l'émotion qu'il Ouais, a en c'est un bon face. point. Donc c'est Mmh. indispensable, pour être le plus objectif possible quant à la sélection, des vins que l'on va faire pour une carte des vins. Et d'être capable d'apporter cette dimension-là à nos clients, c'est ça la valeur d'excellence. C'est ce qui va rendre notamment le moment, inoubliable. Au-delà du plat, au-delà de la qualité de la cuisine, au-delà de la réalisation, qui sera bien sûr, excellente. C'est vraiment l'intention qu'on va y porter. Mmh. Et je te donne juste un exemple, j'ai mangé il y a quelque temps dans un très bel établissement où, on parle d'excellence, on parle de perfection, on y était. Dans l'assiette, dans les heures de la table, dans tout ce qui se passait. En revanche, ce qui m'a manqué, c'était ce lien humain, Ouais. c'était cette attention, c'était cette personnalisation. Tout était parfait, mais vraiment, enfin, et je pèse mes mots, Mmh. parce que c'était vraiment une réalisation, sans aucune faille. Toutefois, il me manquait cette Ouais, ouais. attention qui fait que je me dis: «Tiens, je vais y retourner, plusieurs fois, j'ai les moyens ou pas, peu importe. En tout cas, qui va nourrir mon envie Bien d'y sûr. retourner Il y avait une plusieurs fois, technicité qui était dans l'année». de très, très haut niveau, mais il manquait en effet cette Très, très haut niveau. dimension, humaine qui vient faire la différence. Mmh.
exactement, et c'est ça l'essence de notre Absolument, ouais. métier, c'est ça la notion Ouais, d'excellence. c'est très, très bien, défini, j'aime beaucoup. Hem, Dans la continuité de l'excellence, il y a un terme que j'aimerais, évoquer avec toi. Ce terme-là, en fait, c'est une valeur qu'on a choisie avec Vendôme parce qu'on trouvait qu'elle, te correspondait très bien. Si je te dis, le terme dépassement, qu'est-ce que cela t'évoque? Alors, c'est vrai que ça résonne, beaucoup. Hem, avec, peut-être ma personnalité et mon parcours, hem, j'ai toujours quitté une maison dès que je m'y sentais, confortable. Oui, Heu, donc j'ai quitté à contre-cœur les maisons dans lesquelles j'ai travaillé, parce que je m'y sentais bien. C'était des super équipes, des chefs de service, extraordinaires, chefs sommeliers, chefs de cuisine, des collaborateurs, adorables. Mais dès que je sentais, entre guillemets «cette paire de charentaises», qui me tendait les bras et une possible oui, je vois très routine, bien. arriver, eh bien je partais. Et du coup cette mise en danger, Heu, répond à cette recherche de dépassement de soi et de se dire que, il faut être meilleur demain, absolument. Donc ne surtout pas, heu, trouver agréable Ouais. le confort du quotidien. Voilà. Donc c'est un peu ma maxime, de se dire que, bah, voilà, le dépassement de soi, c'est un challenge du quotidien. C'est ce que je fais encore aujourd'hui en ayant quitté, une maison telle que le Ritz avec, tout le confort, que j'avais en qualité de salarié. Aujourd'hui, je suis entrepreneur. C'est un vrai saut dans le vide. Je crois que je prêche un Absolument. convaincu, mais, c'est une prise de risque, maximale, au vu de mon parcours, au vu de mon âge, et à la fois, je suis prête, enfin j'étais prête à le faire. C'est un projet auquel je réfléchis depuis longtemps. Voilà, les planètes étaient alignées pour que ça se passe à ce moment-là. Donc c'est parti, on y va. Mais voilà, c'est une oui, une réelle Ouais. prise de risque et cette recherche, voilà, de ce dépassement. Toutes ces notions de dépassement, d'excellence, ça me fait penser à quelque chose, dans lequel je te verrais bien. Est-ce que tu as déjà pensé à, des concours comme, le MOF ou meilleur sommelier de France, sommelier du monde? Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse et ou si oui ou non, pourquoi? Alors, les concours, je les ai présentés au tout début de ma carrière. Et puis je me suis rendu compte que j'avais pas du tout l'âme, Ouais, d'une compétitrice, mais pas du tout. Et du coup, j'ai compris que ça allait être, vraiment une épreuve, psychique, au-delà des connaissances à devoir absorber, hein, mais voilà, ça serait vraiment un combat à mener, et que j'aimais trop ce métier pour y voir, ou pour devoir le vivre dans la douleur. En revanche, donc je n'ai pas fait de compétition. J'ai arrêté très rapidement. En revanche, j'accompagne mes collaborateurs, ah, c'est j'entraîne et je génial. les ai toujours soutenus dans, cette préparation au Mmh. concours, et je leur ai toujours dit qu'il fallait faire le Ouais. concours et que si on n'y arrivait pas, c'est pas grave, on tombe de cheval. L'important, c'est pas de remonter, c'est la vitesse à laquelle on remonte à cheval, et puis de continuer à Mmh. s'entraîner. J'ai eu la chance d'accompagner, différents de mes anciens chefs sommeliers dans la préparation au concours, que ce soit mon chef sommelier de Londres qui lui préparait le Master of Wine, et puis David Birot, voilà, Ouais, ouais. qui est un de mes anciens chefs sommeliers et que j'ai eu la chance aussi d'accompagner à Il y a plusieurs une reprises. vraie différence entre le dépassement de soi dont tu parlais et le concours où on n'est plus juste dans le dépassement de soi, mais on est à affronter les autres et je pense que, en tout cas moi je le ressens comme ça. Il y a c'est pas du tout le même travail que de donner le meilleur de soi-même et que de se sentir un peu sous pression parce qu'on affronte d'autres, peut-être que toi, ce que tu cherchais en effet c'était plus la transmission et le challenge personnel plus que le côté, concours où, bah, dans un premier temps, plutôt dans le podcast, tu parlais de résultats, où il faut produire un résultat, où on est noté. Ce côté-là, il peut être très dérangeant, je trouve, dans la partie concours. Mais c'est surtout que dans le dépassement de soi, c'est toi qui gères, c'est toi qui doses, C'est toi l'arbitre. et c'est toi l'arbitre, c'est toi qui va juger, heu, ta journée, à quel niveau tu poses le curseur. En revanche, dans les concours,
déjà la première chose, c'est que ton, ton concurrent direct, c'est Mmh. toi-même. Et tu le vois tous les jours, toutes les heures dans le miroir et que tu dois l'affronter et où tu dois lui faire la guerre, entre guillemets. Enfin, c'est très dur, hein. C'est Ouais, une ouais. démarche où il faut une personnalité très très forte pour pouvoir aller de l'avant et se dire voilà, tous mes défauts, c'est ça. Voilà ce que je vois dans le miroir. Et voilà ce qu'il va falloir gommer, voilà ce qu'il va falloir changer, ce qu'il va falloir améliorer, tout ça bien sûr dans un temps record, et correspondre à un cahier des charges qui est celui du concours X ou Y. Donc c'est d'une violence ultime. Donc moi je crois que j'avais pas le courage de ça. Et encore une fois parce que j'avais trouvé aussi le métier qui me plaisait et dans lequel je me sentais tellement bien que j'avais pas. Il y a déjà aussi différentes Mmh. contraintes dans notre métier et que je voulais pas me rajouter peut-être celle de devoir m'affronter moi-même au quotidien parce qu'il faut une Ouais, je sacrée suis dose de d'accord, courage ouais. pour le faire. Donc voilà, chacun le vit différemment. Et moi, je sais que j'ai préféré vivre les concours à travers la transmission et à travers l'accompagnement et le Mmh. soutien. C'est ma matière d'être, c'est ma manière. J'ai été éduquée aussi comme ça, et je crois que la meilleure manière de vivre ces concours, c'est de la vivre à travers la Et transmission. c'est vrai que du coup, tu es parfaitement dans ton rôle aujourd'hui, de coach, de formatrice et ça m'amène, dans la question suivante, qui est celle du management. Je me pose la question, comment, on manage, et cette fois-ci en tant que femme, dans un monde d'hommes? C'est vrai que le monde, d'hôtellerie-restauration, il est quand même reconnu pour être assez masculin, avec souvent, on imagine le chef un peu gueulard, même si ça change, on en a déjà parlé pas mal dans ce podcast aussi. Comment est-ce que toi, tu manages et tu manageais, en tant que femme ou pas juste en tant que manager, en fait, comment est-ce que tu faisais? C'est quoi qui fait qu'on est un mauvais leader, un mauvais manager ou un bon manager? Attends, il y a Il y a plusieurs plusieurs questions. questions C'est dans ta très souvent le question cas, là, tu verras merci. quand je pose une question, il y a 2 ou 3 axes. On a le On temps a le ou temps, pas? on a On le a le temps temps au ou pas? contraire. Bon, bon, écoute, super. On va préparer aussi l'apéritif Absolument. entre-temps. Alors, première question, comment on manage quand on est une femme? Ça, j'ai mis du temps à le définir, à l'analyser, à le comprendre, puisque j'ai été formée par des hommes uniquement. Et il m'a fallu beaucoup de temps avant de comprendre que j'étais une femme, que je réagissais différemment qu'un homme. Et il n'y a pas de, attention, il n'y a pas de propos euh, Oui, bien sûr, discriminants dans ce que je dis. C'est juste se rendre compte que bah, les hommes et les femmes, on a des sensibilités qui sont complètement. différentes. Et là, je parle au-delà du caractère managérial, juste en matière de Mmh. dégustation. C'est une des choses, un des points clés qu'a dit Xavier Tuzin. Il a dit d'ailleurs que souvent les sommelières étaient, meilleures d'un point de vue, nez et palais que les hommes parce qu'il y avait une sensibilité différente. Je ne sais pas si euh, nous sommes meilleures ou moins bonnes, c'est même pas Ouais, le sujet. C'est de se dire, moi je me suis rendu compte quand j'avais une jeune femme dans la brigade, donc c'était au Meurice, et quand on faisait nos dégustations à l'aveugle, bah, Xavier en faisait partie également, je donnais la parole à ma sommelière et puis ensuite au garçon, et l'angle d'attaque de dégustation était pas le même. La finalité était la même, donc de dire voilà, est-ce qu'on référence oui ou pas, est-ce que c'est un vin qualitatif, bref, hein, voilà, tout le cahier des charges que l'on avait et que je demandais aux équipes, le bilan était le même, donc chacun se regroupait, mais l'axe de réflexion et l'axe d'accroche étaient différents. Et effectivement, nous les femmes, on va d'abord parler d'une sensation tactile. On va être beaucoup plus sensible à la nez, la bouche, la vue, tout ce qu'on veut, alors que l'homme va s'attacher à des détails techniques. c'est vrai, Et, hein. et en matière de commercialisation de vin, c'est Ouais, la même chose. Quand j'écoutais mes équipes, j'écoutais les garçons parler. Alors ils allaient nous parler de l'arrière grand-père du grand-oncle qui avait planté le pied de vigne au pied de l'église. Et alors ça fait partie du bien storytelling, sûr. mais mes sommelières, elles allaient droit au but en disant ok, qu'est-ce que vous voulez? Matière, texture, velouté, acide, bam bam bam. Et à la fois, c'est ma manière de faire aussi. Nous sommes au restaurant,
a priori, on est là pour y déguster des plats, mais aussi des vins. Et puis, il faut être factuel. Et on apporte de la matière et après, on en discute ensemble. Il faut d'abord identifier le besoin auprès de ses Mmh. clients. En tout cas, il y avait cette approche de la texture et bah, d'une certaine sensualité hein, Ouais. qui était en lien avec mes sommelières plus qu'avec avec les garçons. Voilà, donc ça, j'ai compris ça. J'ai compris qu'il y avait une différence déjà entre les sommeliers hommes et les sommeliers femmes dans leur approche du vin et dans leur commercialisation le jour où j'ai eu une jeune femme dans l'équipe. Et c'est là où je me suis dit, ah, mais si elle fonctionne comme ça, bah, Et moi oui. aussi. Ah, d'accord. Donc c'était un peu l'effet miroir. Et vraiment, enfin, ça a mis du temps. Et pour répondre à ta deuxième question, comment on manage une équipe d'hommes lorsqu'on est d'une femme, et bien là aussi, j'ai utilisé mes armes, j'ai utilisé mes Mmh. codes, heu, l'écoute et la transmission. L'écoute, puisque, observer et connaître ses équipes, bah, c'est ce qui permet de les accompagner au mieux au quotidien. C'est, de connaître, une partie de leur vie privée tout en la respectant, attention, hein, mais de se dire, bah tiens, il y a un des collaborateurs ou une des collaboratrices qui vient d'être papa ou Ouais. maman il n'y a pas longtemps. Bon, a priori, il va être un petit peu en négatif de sommeil les mois à venir. Donc peut-être qu'il va falloir être un petit peu Mmh. plus souple. Voilà. Ou il peut y avoir un décès dans la famille, des choses moins drôles qui font que bah, on va avoir un collaborateur mais qui va pas être au Bien top de sûr. sa forme. Et il faut l'écouter, il faut l'accepter, et en se disant que on est humain et que nous aussi, on n'est pas d'humeur égale tous les jours, on n'est pas, on n'a pas une valeur énergétique égale tous les jours. Et donc de connaître ses collaborateurs, de savoir que s'ils n'ont pas le sourire tous les matins, quand ils arrivent, ou la poignée de main un peu molle, ou le côté un peu ronchon qui n'est pas habituel, ou chez certains c'est une marque de fabrique, et justement c'est preuve que la personne est en forme parce qu'il est bien ronchon, parce que c'est son trait de personnalité, bah, fait que on sait qu'on a une équipe avec des feux verts partout. En revanche, bah, s'il y a un problème qu'on identifie rapidement d'ordre pro ou d'ordre perso, on prend la personne à part et puis on débriefe immédiatement pour savoir justement si c'est pro, bah, il faut mettre les choses à plat immédiatement pour éviter que l'abcès gonfle. Et si c'est perso, bah, on prend le recul et en revanche, on laisse la personne bah, décanter. On reprend les Oui. termes professionnels, hein, mais on la laisse décanter parce qu'on a tous besoin de temps pour digérer des situations qui nous embarrassent, qui nous encombrent Absolument. l'esprit. J'aime bien Voilà. que tu utilises en plus le champ lexical du vin pour, décrire, ton management. Tu es complètement, dans le thème. On ne se refait pas, on ne se refait pas, mais on disait dans mes équipes qu'on pouvait être d'humeur Ah bouchonnée, oui. tu vois? Donc dans ces cas-là, on avait compris et bah, on savait que la personne qui s'identifiait avec une humeur bouchonnée, Mmh. oh, on la Très bien, laissait oui, tranquille généralement, généralement, il fallait on s'en approchait pas. je vois. Et Voilà. alors, en tant que manager ainsi qu'en tant qu'humain, comment est-ce que tu progresses au quotidien? Comment est-ce que tu continues de t'améliorer? Surtout maintenant, bon, déjà, avant, tu étais à un poste de chef sommelier, donc c'est plus difficile de se confronter. Maintenant, tu es toute seule dans une entreprise. Comment est-ce que tu continues de progresser? Alors, juste je reviens sur ton terme de manager et leader parce que tu Mmh. utilises les 2. Alors aujourd'hui déjà je me manage, je me lead toute seule, donc ça c'est assez, c'est en fait c'est pas plus facile, hein, Ouais. attention. On croit que d'être tout seul, c'est simple. Non, moi j'ai un manque profond aujourd'hui d'avoir des Mmh. collaborateurs. Ouais, moi Alors aussi, c'est amusant ça ça ne comme saurait on a ce ça ressenti, ouais. ça ne saurait tarder, mais l'ambition, moi de mon cabinet de conseil, c'est bien sûr de s'entourer, de grandir parce que tout seul c'est bien, mais à plusieurs on va plus vite, on va plus loin et surtout on se nourrit à différents strates, intellectuelles, personnelles, professionnelles. Donc non, ça c'est, pour moi c'est indispensable. Je peux être solitaire, à bien des moments, hem, mais dans le travail, je trouve que voilà, le travail d'équipe, il y a rien qui égale le travail d'équipe à mon Ouais, je sens. suis d'accord. Voilà. Et comment on progresse, du coup, quand on est entrepreneur?
ben, on écoute, là encore, on écoute les autres, on écoute les grands, les anciens, on écoute d'autres entrepreneurs, issus d'autres corps de métier. Parce que ça permet de se déculpabiliser, sur des angoisses, sur des questionnements qu'on peut avoir, heu et heu et puis ça nous Mmh. inspire. Donc cultiver sa curiosité, je crois que ça c'est une base qui est vraie, durant toute sa vie, mais encore plus quand on est «jeune entrepreneur» entre guillemets. Ouais, ouais. Voilà. Je voyais que tu appuyais, sur la différence entre les termes manager et leader, donc je rentre dans la faille. C'est vrai que volontairement, j'utilise les 2 en les mélangeant. Il y a évidemment pour moi, en tout cas, une différence. Est-ce que toi Alors et quel est attends, j'allais te poser la j'allais te poser la question! question. C'est un Bah épisode oui, inversé. justement. Pour Ouais! Non, mais c'est Bien un échange, c'est un partage. sur le podcast, d'Estelle Touzet, je réponds. Non, pour moi, le manager, il a le côté encadrement dont tu parles, qui est aussi beaucoup lié à son poste, n'est pas forcément, leader to manager et peut être un leader, quelqu'un qui n'est pas un manager. Ce qui vraiment différencie le leader, il y a ce côté, inspiration. Je trouve que le leader, il a cette capacité à inspirer les gens principalement par ses actions, par son comportement et du coup à fédérer. Le leader, on l'imagine, naturellement, devant à, tirer les équipes, à les emmener. Là où, le manager, alors évidemment, il y a plein de formes de manager et de management, c'est plus celui qui encadre, et qui accompagne. Donc c'est vraiment là que je mets la nuance, mais souvent un Mmh. leader est un manager et souvent un bon manager est avant tout un très bon leader. C'est vraiment comme ça que moi je les différencie en tout cas. Alors je te rejoins juste sur le point, un bon manager est souvent un bon leader. Écoute, moi j'ai vu, que la transition était pas si évidente que ça. Non, c'est plutôt Hem pour qu'il soit un et bon manager, il faut donc qu'il soit un bon leader. C'est-à-dire que peut-être le jour où il va prendre son poste, de manager, bon et encore ça pose la question de est-ce que le leadership s'apprend? Je pense ah que mais oui. le Le débat est débat entier, je te est dis, j'espère que est tu as le temps. est entier. Non mais Non mais c'est ouais, passionnant. complètement. En tout cas, je pense que vraiment, hem, le on peut pas être un, très bon manager, quand on n'est pas doté d'un certain leadership. Leadership, il y a une partie qui est, acquise, dans la nature et ça se développe aussi, hein, ça se travaille. Il faut pas croire qu'on est tous, leaders, voilà, Napoléon lui-même, n'est pas né leader, il est devenu, c'est quelque chose qui se travaille, et ça se développe au Mmh. quotidien et on revient sur ces notions de progression, de dépassement de soi et de tous les sujets dont on a parlé avant. On fera un deuxième épisode, exprès, leadership management, ça ce Avec serait grand très plaisir. intéressant. Ouverture ou plutôt retour sur le passé d'Estelle Touzet. Si tu pouvais, revenir en arrière, 10 ans, 20 ans, 30 ans, quand tu veux dans ton passé, qu'est-ce que tu ferais différemment? Écoute, tu vas me détester, mais moi j'ai pas envie de revenir en arrière, dans le sens où pour moi, c'est important de regarder toujours vers l'avant. Attention, on analyse, hein, ce qui Ouais, s'est passé, avant, mais pour moi, c'est vraiment important, et encore plus, je trouve, à partir du moment où on passe le gap, de l'entrepreneuriat. On regarde devant, on anticipe, on regarde loin. Ce qui s'est passé derrière, on s'est tous pris les pieds dans le tapis, moi la première. J'ai fait des erreurs dans mon management, dans les différentes maisons dans lesquelles j'ai pu travailler. Hem, ces erreurs, s'il fallait les refaire, je les referais à l'identique parce que c'est elles qui m'ont forgée, c'est elles qui m'ont fait grandir et je pense que si on se prend pas les pieds dans le tapis, si on se prend pas deux trois claques ou portes fermées, heu, on grandit pas et on n'apprend pas le goût, hem, de ce fameux dépassement de soi, ouais. et le goût du travail. Donc aujourd'hui, voilà, j'ai pas envie de regarder en arrière. Non pas par peur, par crainte, mais juste parce que maintenant mon état d'esprit est vraiment de regarder devant et d'anticiper au maximum, les Ouais, ouais. parcours, qui se dessinent, les aléas, et quand bien même on les anticipe, on peut quand même, prendre un mur de manière, frontale, mais prévoir toutes les options en disant: «Voilà, j'ai besoin du protocole A, B, C ou D», en fonction des différents, obstacles, qui vont arriver Mmh, sur le parcours. absolument.
Mais se rappeler, bien sûr, de ce qui nous a forgés, ça c'est important pour pas non plus continuer à perpétuer les mêmes erreurs. Ça c'est un travail d'analyse, de psychanalyse que l'on peut Ouais, faire tout au je long de suis sa d'accord avec carrière ça. et qui nous accompagne. Un Voilà. un livre de chevet, de psychanalyse ou autre que tu recommandes? Alors, écoute, Petit ours brun, ça marche ou Ça pas? peut marcher. Alors, pas toujours très sympa d'ailleurs, ce petit ours brun, moi je le trouve un peu limite. Non, écoute, en ce moment, alors j'adore lire, mais je suis une très mauvaise lectrice puisque je n'arrive à lire que lorsque je suis, assise dans un endroit, au calme. Généralement, c'est le soir, je bouquine, dans mon lit et les journées étant toujours assez denses, j'avoue qu'en 10 minutes chrono, en MD10, moins de 10 minutes, Ouais. moi je suis déjà dans un cosmos lointain, magistral. Je te comprends. Toutefois, mes lectures en ce moment s'orientent entre les livres sur la parentalité, parce que tu l'auras compris, voilà, j'ai pris du grade récemment. Mmh. Donc, Vivre heureux avec son enfant, du docteur Catherine Guéguin, tu vois, D'accord. travailler sur les Oui, neurosciences, etc. Je recommande, hein, très, très, très je intéressant. note. Également, Ose d'Alexandre Mars, Oui, hein, donc, comment qui a devenir un bon excellent podcast entrepreneur, on d'ailleurs. peut tous, y aller là, génial, tu vois, là, c'est pareil, hop, un petit peu de leadership, Mmh. ça te fait du bien quand tu as des petits moments un petit peu down. Et puis, à côté de ça, le dernier livre de Marie Petit-Queneau, Ce qui gronde. Donc là encore, un rapport à la femme, à la maternité, à la manière d'exprimer. Enfin, c'est un superbe témoignage du auteur qui exprime que voilà, la maternité, on n'est pas obligé d'avoir des cœurs dans les yeux du matin jusqu'au soir. On peut aussi des fois être un peu en opposition, entre guillemets, Ouais, avec sa position de mère, ce qui n'est pas mon cas, mais de l'entendre dire par d'autres personnes, en fait, là aussi, ça déculpabilise à bien aimer. ouais, Voilà, donc cool. tu vois, j'oscille entre les bouquins d'entrepreneurs. Je viens d'acheter le dernier livre d'Amélie Blanquer aussi sur la prise de parole. Enfin, Oui, voilà, c'est un petit peu, c'est pas confus, c'est diffus, mais j'ai pas assez de temps et trop de livres que j'ai envie de lire. Et tu vois, j'ai une pile ouais, mais c'est mon mari se moque de moi parce qu'il me dit: «Eh, dis donc, la pile là, elle descend pas». Je dis: «Bah écoute, c'est rassurant aussi, puis bah, j'en c'est ai bien pareil, c'est conscience». voilà, c'est les objectifs un peu de l'année qu'on se fixe les lectures. Mais, c'est je pense qu'il y aurait un épisode à faire aussi, pourquoi pas, tu vois, on a déjà notre thème de la prochaine fois, hem, sur, vivre sa vie d'entrepreneur, particulièrement dans nos métiers, très contraignants et la vie, de jeunes parents. Parce que je pense que les 2, moi je ne connais pas encore ça, mais en tout cas les 2 doivent être, extrêmement durs, à gérer et en effet, c'est rassurant ce côté, on n'est pas obligé d'être, au top, tout le temps. On n'est pas obligé de regarder son enfant avec des étoiles dans les yeux. Il y a aussi des jours où on a le droit d'être fatigué, en colère et finalement c'est OK. Oui, c'est ça, et il faut être, aligné avec ça, et du coup Mmh. on reste serein, mais ça fait du bien de se l'entendre dire par d'autres, voilà, Oui. de le lire, mais sinon tu peux faire aussi des fiches de lecture, hein, dans tes podcasts, comme ça peut permettre de gagner du temps, tu vois, pour les personnes qui arrivent pas à Alors, descendre la fi pile, là. figure-toi que j'en fais et maintenant je pu oui, Ouais, oui, j'en fais et en ah plus, génial! ton épisode fera partie des 1ers pour lesquels je publie maintenant un article, par épisode D'accord. audio, justement avec toutes les notes, et toutes les informations pour aller, à l'essentiel pour ceux qui ont un petit peu la flemme de tout écouter et également dans l'épisode, audio sur le site, il y a des chapitres. Donc on peut sélectionner, que le management ou que l'excellence et cetera. Voilà, ça nous permet à toi et moi de parler longtemps et à ceux qui n'ont pas le temps ou pas l'envie, d'aller directement dans le vif du sujet. Non, mais on peut dire à ceux qui n'ont pas, trop le temps de nous Ils sont écouter, peut-être parce déjà qu'on plus là. on est fort sympathique, Oui, il faut le dire. absolument, Mais non, ils peuvent nous écouter en vitesse un peu accélérée. aussi. On aura d'ailleurs une voix un petit peu plus aiguë, mais du reste, ils passent un bon moment, on est sympa. Tu vois, là, on est en train de préparer l'apéritif. Ouais, J'ai vu que tu avais sorti des petits feuilletés, du four avec quoi? C'est quoi? Tapenade, c'est ça. d'olive noire, d'olive verte. Bon, bah, super. Moi, écoute, j'ai mis une petite bulle au frais, Oh on là va là, bien bon travailler. on va Voilà, arrêter plus vite que parfait. prévu. On va couper la fin et attaquer directement Ah bah, l'apéritif, tout va surtout bien. on surveille le four, ça c'est Et important. alors justement, il nous manque peut-être, un invité pour cet apéritif. Qui est-ce que tu aimerais voir, après toi sur Hospitality Insiders pour nous parler de tous ces sujets passionnants d'excellence de service, de leadership, de management?
Une personne que j'admire beaucoup, alors qu'on entend régulièrement, mais moi qui me fascine, c'est Mercedes Serra, Oui, hein, bien sûr, cofondatrice de BETC, extrêmement inspirante. Et là, je pense qu'en matière de leadership au féminin dans un monde fermé, masculin, en et effet. qui est celui aussi de la communication à l'époque où elle a lancé BETC, il faut quand même, il faut quand même en avoir sous le pied, comme Mmh. on dit. Donc ouais, Mercedes Serra, génial. Je pensais aussi à une vigneronne, tu vois, parce qu'en matière d'excellence, en matière de leadership, en matière de transmission, le poids de la transmission, entre guillemets, hein, c'est Christine Vernet, donc vigneronne du domaine éponyme, domaine Georges Vernet, en tout cas, qui était son papa. Christine Vernet qui était professeure à l'école normale et qui a quitté son métier pour revenir prendre la suite du domaine familial. D'accord. À l'époque, elle n'a pas été quand même accueillie à bras ouverts dans le vignoble. Une femme qui fait du vin, tu comprends, la fille d'eux. Enfin, voilà, donc il a fallu déplacer des montagnes pour pouvoir se faire un prénom. Mmh. Parce que le talent, elle l'a, et puis Ouais, elle a c'est très hissé le intéressant. domaine à un niveau d'excellence bien au-delà de ce que son papa avait créé à l'époque. Mmh. Donc, Un bon moyen de et puis remonter à la racine de la vigne. ouais, exactement. Moi, je me suis toujours dit, quand je serai grande, j'aimerais bien être Christine Vernet. Voilà, je lui ai déjà dit. Ça fait partie de ces personnes que j'admire. Et puis une autre personne, alors bizarrement, c'est trois femmes. Écoute, Et c'est très voilà, bien, ce podcast a le droit d'être un peu féministe aussi à ses heures. c'est bien. Ça me convient La en tout cas. dernière, c'est Franca Holtman, Oui, l'une de mes au anciennes Meurice. DG, qui est DG du Meurice. J'avais collaboré avec elle au Crayon à l'époque. Et bah voilà, là aussi, une personne extrêmement inspirante, une main de fer dans un gant de velours. Mmh. Voilà, c'est Franka Holtmann, qui est allemande, comme son Ouais. nom l'indique, donc qui a cette droiture, qui a cette rigueur, qui a cette force de caractère, je trouve, qui m'a toujours époustouflée, Ouais, ouais, j'aimerais beaucoup avec qui j'ai eu l'accueillir. la chance d'avoir une relation géniale où voilà, il y avait beaucoup de francs-parler, où la porte du bureau était toujours ouverte, où quand il y avait voilà, des vins sur lesquels il y avait des discussions, parce que c'était des vins de groupe, etc., j'allais dans le bureau avec les bouteilles de vin, en goûter, et puis voilà, c'était noir ou blanc, c'était pas gris, et ça c'est génial, Ouais. parce que ça permet d'avancer. Ouh, et vraiment dans la qualité du relationnel, c'est extra. Mmh. Voilà, et puis bah, c'est une femme qui a quand même géré de main de maître de très beaux établissements. Donc, ouais, Absolument. Ouais, il y a une en matière d'excellence, de management, de transmission, enfin, voilà, je pense qu'elle elle coche toutes les cases de ton écoute, podcast. passe-lui le message, je serais ravi de l'accueillir ou de la rencontrer directement, en ces lieux, au Meurice avec grand plaisir. Quelqu'un qui souhaiterait continuer à parler de vin ou autre sujet avec toi, quel est le meilleur moyen pour te contacter? LinkedIn, Oui. moi je suis présente sur LinkedIn, alors j'ai pas encore de site, je suis en pleine construction de site. Mmh. Moi j'ai fait les choses un peu à l'envers. C'est-à-dire que j'ai lancé la structure, j'ai lancé mon cabinet de conseil avant même d'avoir la visibilité, avant même d'avoir la com, etc. J'ai eu la chance de pouvoir accompagner mes premiers clients au sortir du Ritz. Oui. Et puis à la fois, je crois que j'avais aussi un peu la trouille de communiquer sur ma nouvelle activité, euh, bah, au cas où ça se passe pas bien. Enfin, Là aussi, je te rejoins. Ouais, ouais, c'est il y a cette peur-là, hein, il y a absolument. cette peur de l'inconnu, des «qu'en dira-t-on?» parce que l'air de rien, les cancans, on n'y est pas tous hermétiques, et puis ça coûte un petit peu de sous aussi de faire sa com, de créer son site internet, et cetera. Ça prend du temps. Donc voilà, moi j'ai travaillé, dur jusqu'à maintenant, un peu, comme voilà, je te le disais tout à l'heure, un peu en sous-marin, pour pouvoir me mettre en place et pouvoir être vraiment alignée avec ce que je veux être, et surtout que mes services soient à la hauteur des exigences de mes clients. Voilà. Et écoute, jusqu'à maintenant, je touche du bois parce que ça se passe super bien, pourvu que ça dure, qu'il n'y ait pas de nouvelles pandémies ou de guerre qui perturbent un peu tout ça. Mais en tout cas, voilà, ça reste une aventure géniale. Et ça y est, je vais bientôt faire mon coming out sur la toile. Donc, Waouh, on mettra les références dans stay le tuned, podcast, si exactement. d'ici là
le site Mais web est en LinkedIn, ligne, je le mettrai avec grand voilà. plaisir. Hem, LinkedIn, ça reste le moyen de me contacter. Parfait, ce sera partagé également. Écoute Estelle, on arrive à la fin de cet entretien et j'aimerais te laisser justement le mot de la fin, fin FIN, mais ça peut être, FAIM si tu le décides. Est-ce que tu as un dernier message à faire passer aux insiders qui sont les auditeurs, du podcast et un petit peu toute la communauté de ceux qui nous écoutent actuellement? Il faut pas boire de vin bouchonné, hein, ça c'est important, il faut le dire. Parce que des fois, on pense que c'est bien, mais juste, c'est un petit rappel. Non, blague à part, il faut, croquer la vie à pleines dents, il faut, savourer, tout ce qui est possible, d'un point de vue pro, d'un point de vue perso et surtout, dans des restaurants et dans les verres. J'entends par là, j'ai eu le Covid là au mois de décembre avec perte de goût et perte d'odorat et plus de saveur, plus d'odeur. Je peux t'assurer que j'ai eu bien sûr un gros coup de cafard parce que j'ai eu peur de ne jamais retrouver mes Bien facultés. sûr. Mais au-delà de ça, la vie n'avait plus de couleur. Mmh. J'étais en noir et blanc. Il n'y avait plus de relief, il y avait plus rien. Et c'est vraiment une sensation affreuse. Et surtout dans nos métiers qui nous animent, on a la chance d'avoir des métiers passion. Donc il faut profiter de tous ces beaux moments. Et quand on a la chance d'avoir, de vivre des moments de carrière intense, que ce soit une ouverture, que ce soit prendre la décision de sauter le pas du salariat vers l'entrepreneuriat ou de se dire: «Bah tiens, il y a un nouveau challenge, est-ce que je postule ou pas?» En fait, il faut y aller. Il faut pas réfléchir, il faut y aller. Parce que si on attend le bon moment, il y a jamais de bon moment et que, je trouve que là, on vit une accélération à bien des niveaux qui fait que si on n'attrape pas l'opportunité au bon moment, on va s'en mordre les doigts. Ouais. Donc, croquez la vie à pleines dents, savourez-la euh, à tous les niveaux et surtout dans vos verres de vin. Ça, c'est bien sûr ma marque de fabrique. Euh, mais vraiment, il faut être curieux et il faut voilà, je me répète, mais savourer tout ce qui est possible, parce que c'est vraiment fabuleux de pouvoir se nourrir intellectuellement et grandir de par toutes les rencontres que l'on peut faire. Mmh, complètement. Donc, savourons, partageons, et puis, comme disait Guy de Maupassant, de toutes les passions, la seule vraiment respectable me paraît être la gourmandise. Je ne peux que être d'accord avec lui, puisque moi, c'est ce qui me guide depuis plus de 30 ans, même plus. Mais comme j'ai pas dit mon âge, on va dire que j'ai 30 ans C'est ça. aussi. Ça, il faut bien le préciser. Mais en tout cas, voilà, c'est une très belle citation de Guy de Maupassant, moi qui m'accompagne depuis Et une longtemps. magnifique, manière de terminer, cet entretien. Place à la suite, je n'ai qu'un mot à dire, santé. Mes chers insiders, merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez certainement aimé le contenu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. C'est mon TripAdvisor à moi. Depuis peu, vous pouvez également laisser une note sur Spotify. Et surtout, pour ne rien rater de mes actualités, abonnez-vous à la newsletter sur hospitalityinsiders.net. Je m'appelle Maxime Blo et je vous dis à bientôt.